Le piège des coûts irrécupérables avait été constaté. Même quand ces joueurs-là ne livraient pas la marchandise, les équipes continuaient de les utiliser régulièrement ou plus qu'ils ne le devaient, même s'ils étaient mauvais, parce qu'ils se disaient, on a investi tellement d'argent sur ce gars-là, ça va tourner à un moment donné, là, il va progresser, puis il va justifier la décision financière qu'on a prise. Alors donc, les équipes aggravent leur situation en faisant jouer un joueur qui n'est pas performant parce qu'ils l'ont payé beaucoup. On t'a fait parvenir une étude sur... là, je cherche l'expression dans tes notes, je veux pas la... Sur le piège des coûts irrécupérables. Voilà. Et ça, pour les gens à la maison, c'est un concept qui est facile à comprendre. C'est comme si vous achetez, mettons, une voiture, pour une voiture d'occasion, là, un classique, mettons, là, je sais pas, une vieille Corvette ou une affaire de même. Puis là, vous payez ça cher. Un vieux Cutlass. Et là, vous êtes pris d'affection pour, là, vous avez payé un certain prix parce qu'il y avait de la demande. Puis là, les freins sont à refaire, là, vous mettez de l'argent, là, il y a ci qui ne marche pas, là, vous mettez de l'argent, là, finalement, il y a une brûle de cigarette, vous mettez de l'argent, puis ça n'a pas de fin. Mais vous remettez de l'argent toujours parce que vous avez mis beaucoup d'argent au début. C'est ça, vous dites, je l'ai payé cher, cette voiture-là, je vais la réparer, mais finalement, on ne cesse pas d'engloutir, ou simplement... le type qui va au cinéma puis qui paie son billet, arrive avec son popcorn et sa boisson gazeuse. Le film est franchement mauvais. Et après 20 minutes, il se dit, c'est épouvantable ce film-là, qu'est-ce que je fais ici? Mais il ne veut pas sortir de la salle parce qu'il se dit, j'ai payé mon billet, donc je vais... Alors, il aggrave, donc c'est un biais cognitif qui est irrationnel. Tu aggraves ta situation au lieu de juste... dire que je vais assumer ma perte, je vais sortir de la salle puis je vais aller faire d'autres choses de ma soirée. Et c'est ça, on parlait il y a quelques semaines au balado des premiers choix, du nombre d'anciens premiers choix. Je pense qu'on parlait des anciens premiers choix du Canadien qui avaient pour la plupart toujours des emplois dans la Ligue nationale, même s'ils n'avaient pas brillé plus que ça là, chez le Canadien. Et il y a un auditeur qui s'appelle Patrick Crépeau, qui est lui-même un scientifique qui m'a envoyé une étude. Il est ami, M. Crépeau, avec Lou Farah, où il connaît bien Lou Farah, qui est l'analyste en chef du développement des joueurs des Maple Leafs de Toronto. Et donc, c'est ça, il y a quelques années, Lou Farah a fait une étude avec Joseph Baker, qui est une sommité mondiale en matière d'identification de talent. Ils ont fait une étude précisément sur la Ligue nationale de hockey pour voir si le piège des coûts irrécupérables s'applique avec l'utilisation des choix de premier tour dans la Ligue nationale. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'ils ont découvert. C'est que, bon, ce biais cognitif-là avait été identifié dans d'autres ligues où les équipes repêche un joueur au premier tour et lui concentre des bonnies de signature astronomiques, des millions et des millions ou des très gros contrats. Et le piège des coûts irrécupérables avait été constaté. Même quand ces joueurs-là ne livraient pas la marchandise, les équipes continuaient de les utiliser régulièrement ou plus qu'ils ne le devaient, même s'ils étaient mauvais, parce qu'ils se disaient, on a investi tellement d'argent sur ce gars-là, ça va tourner à un moment donné, là, il va progresser, puis il va justifier la décision financière qu'on a prise. Alors donc, les équipes aggravent leur situation en faisant jouer un joueur qui n'est pas performant parce qu'ils l'ont payé beaucoup. Sauf que dans la Ligue nationale, les salaires des recrues sont plafonnés par la convention collective. Alors, tu ne prends pas un grand risque financier quand tu sélectionnes un joueur au premier tour. Tu peux pas lui... C'est le même risque. C'est le même risque pour tout le monde et ça ne représente pas une somme catastrophique sous le plafond salarial. Mais malgré ça, ils ont découvert, les chercheurs, que les choix de premier tour, en général, même en comparant avec 9 données statistiques objectives, et parmi ces données-là, statistiques objectives, il y avait le nombre de chances de marquer de qualité obtenues quand ce joueur-là est sur la glace, le nombre de chances de marquer de qualité de l'adversaire, le pourcentage de tirs qui résulte en des buts quand ce joueur-là est sur la glace, le pourcentage de tirs de l'adversaire qui résulte en des buts quand ce joueur-là est sur la patinoire, le nombre de revirements qu'il commet, le nombre de fois qu'un joueur soutire la rondelle à l'adversaire, etc. Alors, ils ont établi en vraiment comparant ces statistiques-là que les choix de premier tour jouent au cours d'une saison, en minutes de jeu, l'équivalent de 5 matchs de plus qu'un choix de deuxième tour, même s'ils ont des statistiques inférieures au choix de deuxième tour.
Alors, c'est quand même, c'est un biais important, c'est un biais cognitif important. Et eux, l'hypothèse qu'ils faisaient, c'est que, bon, on voit qu'on écarte la question financière là, parce que il n'y a pas des sommes disproportionnées qui sont en jeu, mais eux autres calculaient que l'investissement dans ce cas-là, pour les dirigeants de la Ligue nationale, c'est le fait de... Tu as un repêchage qui est ultra médiatisé, tu te présentes sur la scène, puis tu dis c'est ce gars-là qui est notre choix de premier tour, et que là, c'est ta réputation professionnelle qui est en jeu en tant que dirigeant d'équipe. Tu as choisi ce gars-là, tu as misé sur ce gars-là, tu as affirmé au monde entier que tu penses que c'est ce gars-là qui était le meilleur choix, et donc que tu vas déployer des efforts par la suite pour faire en sorte que ça se réalise, pour pas dire, ben écoutez, on s'est trompé. Donc on persévère avec ces joueurs-là, on leur donne... c'est pas sans fin. Là. Il y a un moment donné, quand on voit que ça ne fonctionne vraiment pas avec le joueur, on l'échange, ou on l'a vu, il y a plusieurs anciens premiers choix du Canadien qui ont été échangés. Mais fait que ça, c'était un des facteurs. On disait probablement que d'un point de vue organisationnel, il y a cette volonté-là de prouver qu'on avait raison. Et l'autre, il y avait peut-être une pression. Une autre hypothèse qui était faite, c'était que l'entraîneur qui est derrière le banc, il sait que son patron va mal paraître s'il ne fait pas jouer ce choix de premier tour-là. Il y a une relation de pouvoir entre le directeur général et l'entraîneur. Et l'entraîneur veut garder des bonnes relations avec son directeur général parce que son emploi en dépend aussi. Et donc, il peut y avoir un biais cognitif de dire c'est le choix de premier tour, c'est notre choix de premier tour. Il faut que j'essaie de le relancer, il faut que je sois un bon soldat pour l'administration de l'équipe et essayer de relancer ce gars-là. Mais au bout du compte, ça veut dire que le choix de premier tour, souvent, d'un point de vue statistique, joue plus, même s'il ne le mérite pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a probablement des choix plus lointains qui jouent moins alors qu'ils le mériteraient. Alors, c'est ce qui fait en sorte que le biais cognitif est irrationnel. Là, tu nuis aux performances de ton équipe. Et à la fin des émissions, ma réflexion de ça, c'était que c'est pas juste au repêchage qu'il y a des situations où le directeur général met sa réputation en jeu. Là. Quand il conclut une grosse transaction, on l'a vu par exemple, transaction Pierre-Luc Dubois chez les Kings de Los Angeles l'année dernière. Quand on signe un contrat avec un joueur autonome à fort prix, quand on signe un joueur qui termine son premier contrat professionnel, qu'on lui donne un long contrat, un long deuxième contrat là, pour plusieurs années à 7, 8, 9 millions par saison, ce sont toutes des situations où le directeur général met sa réputation en jeu. Et là, je me disais, quand tu additionnes tout ça, un dans l'autre, ça fait pas mal de politique en arrière du banc pour essayer de marcher sur le fil puis dire on va essayer de sauver les apparences ou on va essayer de relancer ces gars-là. Ouais. Et donc, ça veut dire que c'est peut-être pas si facile que ça de diriger une équipe. Ça fait beaucoup de décisions qui ne sont pas prises pour des raisons purement sportives, disons ça comme ça. Voilà. Mais c'est que c'est la notion de dépenser. Que ce soit de dépenser un choix de premier tour, c'est pas de l'argent, mais il y a une notion de dépenser là-dedans. Ou encore là, dans une transaction, tu donnes Mikhail Sergachev, mettons, tu dépenses beaucoup, ou de l'argent, des millions, c'est toujours cette notion-là. Ce sont des actifs. Ouais. C'est un choix de premier tour, c'est un actif, tu le consacres à ça. Il y a beaucoup de valeur. Il faut que ça marche. Voilà. Oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Y avait-tu une question? Non. Ben écoute, j'essaie d'adapter ce principe-là, cette idée-là, qui est fort intéressante au Canadien de Montréal. Puis j'essaie de voir quels sont les cas les plus patents chez le Canadien. Puis je m'interroge. Est-ce que, par exemple, à l'époque de Nathan Beaulieu, le Canadien était trop patient puis lui a donné trop de chance? Alex Galchenyuk, peut-être, mais en même temps, il laissait pas. Tu voyais le talent chez ce joueur-là. C'est juste qu'il ne mettait pas les morceaux ensemble. Il y avait toutes sortes de distractions qui nuisaient à son rendement. Plus récemment, Jesperi Kotkaniemi. Il y a quand même... On l'a placé dans la ouate. Quand tu es arrivé, là, bon exemple on choisissait les situations de jeu. Puis, absolument. Puis il a fallu, finalement, l'année où le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, il y avait eu des renvois à Laval, mais il a été laissé de côté de temps à autre par Dominique Ducharme à l'époque. Ça s'est compliqué à un moment donné, mais sauf que il y a toujours... Puis je pense que ce qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il n'y a pas seulement le fait que les dirigeants veulent démontrer qu'en fin de compte, ils ont eu raison, mais dans un endroit comme Montréal, il y a aussi une pression populaire autour.
de dire, donnez une chance à ce gars-là. Vous l'avez choisi au repêchage. Il faut qu'on voit, donner la chance aux jeunes, etc. Fait que c'est un peu damn if you do, damn if you don't, là. Mais Mais c'est le même réflexe qu'en économie, que les exemples qu'on donnait tantôt. Là. C'est comme la compagnie qui investit 10 millions dans un nouveau système informatique. Ça ne fonctionne pas, ça paralyse les activités de l'entreprise. Les employés sont toujours ralentis dans leur travail. Puis tu investis des centaines de milliers de dollars pendant des années pour sauver le maudit système qui ne marche pas au lieu de... Alors, quand tu as fait une grosse transaction... Tu veux sincèrement que ça fonctionne avec le nouveau joueur. Là, puis même si ça va mal, tu dis, écoute, on le trouvait bon, il y a quelque chose, on n'a pas dépensé ça pour rien. Mais la deuxième plus grosse hantise d'un directeur général, c'est de donner à une autre équipe un joueur qui va éclore ailleurs en disant, nous, on ne s'est pas pris de la bonne manière pour pouvoir amener ce projet-là à terme puis le faire éclore chez nous. Alors, au départ, on y croyait, mais il y a quelque chose dans le développement, dans notre façon d'aborder son développement qui n'a pas fonctionné. Puis finalement, on l'échange, puis boum, il éclot ailleurs. Je pense que ça, c'est un scénario que les équipes veulent à tout prix éviter. D'autant plus lorsqu'elles ont des hauts choix au pêchage. Le Canadien est dans une situation où là, il y aura repêché quand même assez haut plusieurs années de suite. Quand tu es dans une reconstruction puis que tu veux miser sur tes jeunes, tu ne veux pas non plus leur tourner le dos au premier signe de problème ou tu veux leur laisser leur donner la chance de surmonter leurs défis, de surmonter les épreuves, leur donner les outils pour y arriver. Je trouve que l'exemple, et ce que tu dis là est très bon, l'exemple de Slafkovský, je trouve, est très bon. Souvenez-vous, la saison dernière, là, à ce temps-ci de l'année, on se demandait est-ce qu'il faudrait le renvoyer à Laval. Là, il a l'air complètement perdu. Ça a l'air compliqué pour lui. On veut qu'il devienne un marqueur, un joueur important, mais là, il est en train de perdre confiance. Et au lieu, si ça avait été un choix de 5e tour là, qui avait ces problèmes-là, probablement qu'il serait retourné à Laval. Assurément. Et au lieu de faire ça, on l'a placé avec les 2 meilleurs joueurs de l'équipe au sein du premier trio. Vas-y, Juraj, t'es notre homme. Moi, et ils ont investi beaucoup. C'est un premier choix au total, mais je trouve que c'est un bel exemple de ça. Ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Je pense que ça a fonctionné. Mais c'est le genre de traitement préférentiel que tu as quand on a investi beaucoup sur toi pour te recruter par rapport à Raphaël Harvey-Pinard n'aurait pas eu... Ah non, tu penses qu'il ne jouera pas avec Nick Suzuki je pense pas que ça serait... quand il va avoir retrouvé la forme? Mais c'est une ligne, c'est une ligne qui est très, très fine. C'est difficile de la tracer puis de dire, à quel moment on abandonne ou à quel moment on reconnaît qu'on a fait une erreur.